Un convoi militaire avance puis s'immobilise net comme si l'ordre venait de l'intérieur. En quelques minutes, un commandant retourne le canon contre ses propres hommes, confisque le matériel, coupe les communications et transforme une mission routinière en crise nationale. Pourquoi la décision d'Ibrahim Traoré, offrir 48 heures sans assaut immédiat, a-t-elle semblé absurde à beaucoup avant de devenir décisive? Parce qu'un détail de terrain, ignoré au départ, rendait toute riposte brutale, politiquement et moralement explosive. Ce récit ne porte pas seulement sur une trahison militaire, mais sur une méthode de gestion de crise rarement assumée publiquement. En suivant pas à pas cette séquence, le public comprendra comment une décision apparemment risquée peut, dans certaines conditions, réduire les pertes humaines et retourner un rapport de force sans tirer un coup de feu. L'enjeu dépasse un convoi intercepté. Il touche à la crédibilité de l'État, à la confiance au sein de l'armée et à la protection de civils pris au piège d'un calcul qui les dépasse. Dans un contexte sahélien marqué par la méfiance, les ingérences extérieures et la pression sécuritaire constante, chaque réaction est scrutée, amplifiée et souvent interprétée comme un signe de faiblesse ou de brutalité. Ici, la promesse est claire. Montrer ce qui se passe quand la temporalité devient une arme stratégique, quand la communication publique remplace l'escalade immédiate et quand la légitimité est testée en temps réel. Ce choix a créé des risques mesurables, mais aussi ouvert une fenêtre inattendue. Comprendre pourquoi cette fenêtre s'est refermée en faveur du pouvoir permet de lire autrement les crises futures, au Burkina Faso comme ailleurs. Dès les premières heures, un élément factuel change la lecture de la crise. Le convoi n'a pas été immobilisé au hasard, mais à proximité immédiate d'une école fréquentée par des centaines d'enfants. Ce seul détail, confirmé par des images circulant localement, transforme une option militaire classique en risque civil majeur, avec des conséquences politiques immédiates. Le contexte mérite d'être posé clairement. Le convoi suivait l'axe N1 transportant des équipements logistiques essentiels destinés aux bases du Nord. Véhicules blindés, systèmes de communication, fournitures médicales. Rien d'exceptionnel en apparence. Pourtant, au moment précis où l'escorte reçoit l'ordre de s'arrêter, la chaîne de commandement se fracture. Un officier expérimenté, soutenu par une vingtaine d'hommes loyaux, prend le contrôle total du dispositif. Les soldats sont désarmés. Les transmissions sont coupées, le matériel reste intact. Lorsque l'information parvient à Ouagadougou, la panique domine les premières analyses. Plusieurs hypothèses circulent simultanément. Infiltration étrangère, complot interne, manipulation de groupes armés. Aucune n'est confirmée. Ce flou initial nourrit les attentes d'une réponse rapide et spectaculaire. C'est précisément à ce moment qu'Ibrahim Traoré choisit une voie différente. Plutôt que d'ordonner un assaut ou de décréter un état d'exception, il s'adresse directement à la population dans une vidéo longue, sans montage, sans décor. Il reconnaît la trahison, confirme la perte temporaire du matériel, puis pose une question simple. Qu'est-ce qui pousse un officier formé, payé et protégé à tout risquer? Cette question n'est pas rhétorique, elle prépare le terrain. Ce qui n'est pas encore public, mais déjà intégré au calcul, c'est l'existence d'un réseau plus large et la certitude qu'une action armée provoquerait des victimes civiles immédiates. La mini-révélation n'est donc pas l'acte de trahison lui-même, mais le lieu choisi et ce qui l'empêche de faire. Sur le terrain, les premiers effets ne se mesurent pas en déclarations officielles, mais en réactions humaines. Autour de l'école, les habitants comprennent vite que quelque chose d'anormal se joue. Des parents retirent leurs enfants plus tôt que prévu. Des enseignants ferment les salles donnant sur la route. Des téléphones s'allument, filment, partagent.
L'information circule sans filtre institutionnel. Du côté des soldats retenus dans le convoi, l'incertitude domine. Beaucoup pensent d'abord à un exercice. D'autres imaginent une embuscade ennemie. La réalité d'une trahison interne s'impose lentement, au moment où les armes sont braquées sur eux par un supérieur connu et respecté. Cette confusion initiale explique pourquoi aucune résistance immédiate n'a lieu. La surprise agit comme un gel opérationnel. En ville, l'attente est lourde. Les rumeurs se multiplient, souvent contradictoires. Certains parlent d'un assaut imminent, d'autres évoquent une négociation secrète. Ce flou renforce l'angoisse collective, mais il empêche aussi une polarisation rapide. Personne ne sait encore quel rôle jouer, soutenir, condamner ou simplement observer. Un micro-cas illustre ce climat. Un soldat subalterne, filmé anonymement, explique qu'il a compris la gravité de la situation en voyant la proximité de l'école. Ce n'était plus une question de loyauté abstraite, mais de responsabilité immédiate. Cette perception se diffuse rapidement, bien au-delà des cercles militaires. À ce stade, l'effet principal n'est pas la peur, mais la suspension. Le temps ralentit. Chaque heure sans affrontement devient un message implicite. Quelque chose d'autre est en train de se jouer. Et c'est précisément cette attente contrôlée qui prépare le basculement stratégique à venir. La séquence peut être lue comme une chaîne claire, déclenchement, montée de tension, puis onde de choc. Tout commence par l'interception elle-même, rapide et méthodique. Le commandant donne l'ordre d'arrêter le convoi, fait positionner ses hommes, neutralise les communications et sécurise le matériel sans destruction. Cette précision initiale indique que l'objectif n'est pas le chaos, mais le contrôle. À ce moment-là, le rapport de force semble lui être favorable. Puis une deuxième phase s'ouvre lorsque la nouvelle atteint la capitale. Les premières heures sont marquées par une attente nerveuse. Les observateurs anticipent un schéma classique: déploiement de forces spéciales, démonstration d'autorité, reprise du convoi par la force. C'est précisément cette attente qui rend la décision suivante d'Ibrahim Traoré déroutante. Au lieu d'accélérer, il ralentit volontairement le tempo. Il ne nie rien, ne dramatise rien et ne promet aucune action spectaculaire immédiate. La vidéo publiée agit comme un pivot. Elle transforme une crise militaire en débat public contrôlé. En reconnaissant les faits, Traoré ferme la porte aux rumeurs les plus extrêmes. En posant des questions sur les motivations du traître, il déplace l'attention du geste vers le mobile. Cette translation est cruciale. Elle prépare le terrain à une lecture morale et non strictement sécuritaire de l'événement. La troisième phase est celle du délai. 48 48 heures sont annoncées sans menace explicite, mais avec une condition claire: se rendre volontairement pour bénéficier d'un procès équitable. Cette annonce déclenche une réaction internationale sceptique. Certains analystes parlent de faiblesse. Des médias évoquent un risque d'effondrement de l'autorité. Sur le plan interne, cependant, l'effet est différent. Le compte à rebours crée une pression inversée. Ce n'est plus l'État qui semble acculé, mais le commandant retranché. Les heures passent et un phénomène discret commence. Des soldats qui soutenaient initialement le traître désertent progressivement. Ils apparaissent un à un à Ouagadougou, racontant avoir été trompés sur la nature de l'opération. Chaque défection réduit la crédibilité du noyau dur et alimente l'idée que le temps ne joue pas en sa faveur. Ibrahim Traoré ne commande pas ses départs, mais leur accumulation devient un signal. Enfin, la phase finale débute avec la divulgation d'un document officiel, un contrat signé détaillant des compensations financières et des engagements extérieurs. Cette publication reconfigure instantanément la narration. La trahison cesse d'être ambiguë, elle devient transactionnelle.
À partir de là, l'issue est presque mécanique. L'isolement du commandant s'accélère et la reddition devient la seule sortie encore praticable. Au départ, le risque peut être résumé simplement. Une intervention armée immédiate aurait exposé des civils à une probabilité élevée de victimes collatérales, compte tenu de la localisation du convoi. 48 heures plus tard, ce risque est retombé à zéro sans qu'aucun tir n'ait été échangé. Cette bascule ne repose pas sur une intuition abstraite, mais sur plusieurs indicateurs concrets. Le premier concerne le contrôle du matériel. Au moment de l'interception, l'ensemble de l'équipement stratégique est immobilisé mais intact. Aucun véhicule détruit, aucune munition utilisée. À l'issue de la crise, ce même matériel est récupéré dans son intégralité. La différence entre le scénario initial redouté et le résultat final est nette. Perte potentielle totale contre récupération complète. Le deuxième indicateur touche aux effectifs. Lors des premières heures, le commandant dispose d'un noyau estimé à une vingtaine d'hommes armés et positionnés stratégiquement. Au fil du délai, ce nombre décroît progressivement. Les témoignages concordent. Les désertions se produisent par petites unités, souvent de nuit, jusqu'à réduire le groupe à une position défensive fragile. Cette érosion interne est un effet mesurable du facteur temps, utilisé comme levier plutôt que comme faiblesse. Un troisième élément chiffré apparaît avec la révélation documentaire. Le contrat publié mentionne un engagement financier précis de plusieurs millions de dollars associé à des avantages matériels clairement définis. Ce montant change l'échelle de lecture. Il ne s'agit plus d'un acte idéologique ou d'une revendication politique, mais d'un calcul économique individuel. Cette clarification réduit fortement l'espace de justification publique pour le traître et accélère la perte de soutien. Enfin, le facteur temporel lui-même agit comme une donnée stratégique. 48 heures représentent une fenêtre suffisamment longue pour laisser émerger des preuves, mais suffisamment courte pour empêcher la réorganisation d'une résistance crédible. Ibrahim Traoré exploite cet intervalle sans le remplir de discours supplémentaires. L'absence de surcommunication évite l'escalade verbale et laisse les faits s'accumuler. Pris ensemble, ces éléments dessinent une trajectoire claire. Le point de départ est une situation à haut risque dominée par l'incertitude et la menace immédiate. Le point d'arrivée est une résolution sans victime avec un matériel récupéré, un réseau partiellement exposé et une autorité renforcée. La différence entre les deux ne tient pas à un coup de force, mais à une combinaison mesurable de temps, de transparence ciblée et de pression sociale indirecte. Ce basculement quantifiable éclaire la décision initiale sous un autre angle. Ce qui a été perçu comme une retenue devient, à la lumière des résultats, une optimisation du coût humain et politique. La question n'est donc plus de savoir si le délai était risqué, mais pourquoi il a fonctionné dans ce contexte précis. L'argument critique le plus solide tient en une phrase. Face à une trahison armée, tout délai est une invitation à l'escalade. Selon cette lecture, offrir 48 heures aurait permis au commandant retranché de fortifier sa position, de déplacer le matériel, voire de provoquer volontairement un affrontement pour se poser en victime. Dans des contextes sécuritaires comparables, l'inaction apparente a souvent été interprétée comme un signal de faiblesse, incitant d'autres acteurs à tester les limites de l'État. Un second argument insiste sur le risque d'exemplarité négative. En ne frappant pas immédiatement, le pouvoir aurait pu créer un précédent dangereux, montrer qu'une prise d'otage logistique peut se négocier dans l'espace public. Cette critique souligne aussi la pression internationale. Les partenaires extérieurs, habitués à des réponses rapides et musclées, pouvaient y voir un manque de contrôle, avec des conséquences sur la coopération sécuritaire et la confiance des investisseurs. Ces objections sont cohérentes, et c'est précisément pour cela qu'elles méritent d'être prises au sérieux. La réponse tient cependant dans les contraintes
spécifiques du cas. D'abord, la géographie. La proximité immédiate d'une école rendait toute opération cinétique politiquement et moralement coûteuse. Un succès militaire assorti de victimes civiles aurait annulé tout gain stratégique. Ensuite, la nature de la trahison. Le matériel n'était ni détruit ni déplacé, signe que le temps jouait contre le traître, pas contre l'État. La stratégie d'Ibrahim Traoré s'appuie aussi sur un pari social mesuré. En rendant le processus public sans en dévoiler tous les éléments, il déplace la pression vers le réseau du commandant. Les désertions observées confirment que ce pari n'était pas abstrait. Chaque heure supplémentaire réduit la cohésion interne adverse et augmente le coût personnel de la résistance. Enfin, la publication ciblée d'une preuve contractuelle ferme le débat. Elle répond simultanément aux critiques de faiblesse et de précédent. La trahison n'est plus un acte politique ambigu, mais une transaction documentée. Dans ce cadre précis, le délai n'est pas une concession, mais un outil de désamorçage. Ce qui aurait été une erreur dans un autre contexte devient ici une réponse proportionnée à un risque civil dominant. Ce basculement tient en une idée simple. La crise n'est plus gérée contre le traître, mais autour de lui. En refusant l'affrontement immédiat, Ibrahim Traoré modifie l'axe du conflit. La question n'est plus qui contrôle le convoi, mais qui assume le coût moral et politique de l'attente. Cette inversion est décisive car elle transforme une situation militaire figée en problème de légitimité publique. À partir de ce point, chaque heure joue contre le commandant retranché. Les, ro- les réseaux sociaux locaux diffusent des images de l'école. Les familles s'expriment et les organisations civiles commencent à poser des exigences de protection des enfants. Le silence du pouvoir n'est pas un vide, mais un cadre. Il empêche la surenchère verbale et laisse les faits occuper l'espace. La révélation centrale n'est donc pas le document final, mais la compréhension collective progressive que le traître est isolé par sa propre position. Il ne peut ni attaquer sans perdre tout soutien, ni se retirer sans reconnaître l'échec. Le délai agit comme une lumière continue, exposant les contradictions internes de son discours et les limites de ses promesses. Ce moment marque le milieu exact du récit. Après lui, l'issue n'est pas encore actée, mais la direction est fixée. La crise cesse d'être symétrique. Elle devient asymétrique au profit de l'État sans démonstration de force visible. C'est cette asymétrie silencieuse qui prépare les conséquences concrètes à venir. Les effets de cette séquence se lisent différemment selon les acteurs concernés, mais ils convergent vers un même résultat, un déplacement durable des attentes. Pour les institutions de l'État, la première conséquence est la récupération intacte du convoi et du matériel stratégique. Ce résultat, rare dans une crise de ce type, renforce l'idée qu'une gestion du temps maîtrisée peut préserver des capacités sans recourir à la force. Il crédibilise aussi la chaîne de commandement, qui apparaît capable de discipline et de retenue. Pour les forces armées, l'impact est plus interne. La reddition sans combat et la mise en détention du commandant créent un précédent clair. La loyauté est définie non par l'obéissance aveugle, mais par la responsabilité collective. Le fait qu'Ibrahim Traoré insiste publiquement sur le procès équitable plutôt que sur la punition immédiate redessine la frontière entre autorité et arbitraire. Cette nuance compte dans un contexte où la confiance est fragile. Du point de vue des civils, et en particulier des familles concernées par la proximité de l'école, la conséquence est immédiate et tangible. Aucune victime, aucune destruction. Ce résultat n'efface pas la peur initiale, mais il transforme la mémoire de l'événement. La crise est retenue comme un moment de tension maîtrisé, non comme une tragédie évitée de justesse par la force. Cette perception influence durablement la légitimité du pouvoir.
Les acteurs économiques et les partenaires extérieurs observent une autre dimension. Le choix de la transparence ciblée avec la publication d'un contrat et de flux financiers précis envoie un signal de gouvernance. Il montre que la trahison est traitée comme une infraction documentée, pas comme un prétexte à une purge politique. À court terme, l'incertitude a pu inquiéter. À moyen terme, la clarté des preuves rassure davantage que le silence ou la violence. Enfin, à l'échelle régionale, l'effet dépasse le cas burkinabé. La révélation d'un mécanisme de cooptation financière d'officiers incite d'autres États à examiner leurs propres vulnérabilités. Ibrahim Traoré devient alors moins un symbole de fermeté militaire qu'un exemple de gestion de crise combinant droit, communication et contraintes indirectes. Ce déplacement du modèle, s'il se confirme, pourrait influencer durablement la manière dont des crises similaires sont abordées dans la région. À moyen terme, l'épisode ouvre trois trajectoires plausibles, chacune dépendant moins de l'événement initial que de la manière dont ses enseignements sont intégrés. Le premier scénario, dit de base, repose sur une consolidation progressive. Les procédures internes sont ajustées, les mécanismes de contrôle financier renforcés et la communication de crise devient plus codifiée. Dans cette hypothèse, l'affaire sert de référence opérationnelle. Elle n'élimine pas le risque de trahison, mais elle en augmente le coût et réduit l'espace d'ambiguïté. La stabilité s'améliore sans transformation radicale. On peut aussi imaginer un scénario optimiste, qui suppose une diffusion plus large des pratiques observées. La transparence ciblée et l'usage du temps comme levier deviennent des normes implicites. Les forces armées intègrent davantage la dimension civile dans leurs calculs, et les réseaux de cooptation financière sont détectés plus tôt. Cette trajectoire renforce la confiance interne et externe. Elle favorise une coopération régionale accrue, fondée sur l'échange d'informations et non uniquement sur l'assistance militaire. Le bénéfice principal est une réduction durable des crises à haute intensité et, à l'inverse, un scénario pessimiste envisage un effet inverse. L'épisode pourrait être lu comme exceptionnel et non reproductible. D'autres acteurs, tirant des conclusions erronées, pourraient tenter de tester la patience de l'État dans des contextes moins contraints par la présence civile. Dans ce cas, le délai deviendrait un signal mal interprété. La pression sécuritaire augmenterait, obligeant à des réponses plus rapides et plus dures, au risque de perdre l'avantage moral acquis. Ces scénarios ne sont pas exclusifs. Des éléments de chacun peuvent coexister selon les régions et les acteurs impliqués. La variable clé reste l'apprentissage institutionnel. Si les enseignements sont traduits en procédures claires, le précédent devient un outil. S'il reste symbolique, il s'érode. La recommandation de fond est donc méthodologique plutôt que politique. Face à une crise, la question prioritaire n'est pas seulement que faire, mais dans quel ordre et à quel rythme. Cette grille de lecture, appliquée avec discernement, permet d'évaluer les options sans présumer que la force immédiate est toujours la réponse optimale. Pour le public, l'intérêt de cette séquence ne réside pas uniquement dans son issue, mais dans la manière dont elle éclaire des choix souvent invisibles. La plupart des crises sont perçues à travers leur moment le plus spectaculaire. Ici, l'absence de spectacle devient en soi une information. Elle oblige à regarder les mécanismes plutôt que les images fortes. Pour les citoyens, le premier enseignement concerne la protection des civils. L'épisode rappelle que certaines décisions, perçues comme lentes ou hésitantes, peuvent viser à réduire un risque immédiat qui n'est pas toujours explicitement formulé. Comprendre cela permet de lire différemment les silences, les délais et les communications sobres. Le temps n'est pas nécessairement un vide, il peut être un outil. Pour ceux qui suivent les questions de gouvernance, le cas montre aussi l'importance de la preuve.
La bascule de l'opinion ne s'opère pas sur une déclaration, mais sur la mise à disposition d'un document vérifiable. Cette logique peut s'appliquer bien au-delà du domaine militaire. Elle rappelle que la transparence ciblée, lorsqu'elle est étayée, a souvent plus d'impact que des discours prolongés. Enfin, pour un public plus large, l'épisode pose une question de responsabilité collective. Les réactions observées, retrait des enfants, diffusion d'images, pression sociale, montrent que les civils ne sont pas seulement des victimes passives. Ils participent, parfois indirectement, à l'issue d'une crise en modifiant le coût moral des actions possibles. Ce déplacement du regard est essentiel. Il ne s'agit pas d'idéaliser une méthode, mais de comprendre qu'entre l'inaction et la force brute existe une zone de décision plus fine. C'est dans cette zone que se jouent souvent les résultats les plus durables, même s'ils sont moins visibles à court terme. À partir de cette séquence, une logique d'action en plusieurs étapes se dessine, applicable au-delà du cas précis. D'abord, la première étape consiste à cartographier les risques civils avant toute réponse. Dans cette affaire, la localisation du convoi près d'une école a redéfini l'ensemble des options. Formaliser ce type d'évaluation en amont permet d'éviter des décisions irréversibles fondées uniquement sur l'urgence. Ensuite, la deuxième étape repose sur la maîtrise du tempo. Fixer un délai clair, limité et conditionnel crée un cadre lisible pour tous les acteurs. Ce délai n'est ni une négociation ouverte, ni une menace vague. Il doit être accompagné d'un engagement précis de l'État, ici le droit à un procès équitable. Ibrahim Traoré a ancré cette promesse dans un langage simple, compréhensible par le public comme par les forces concernées. La troisième étape est documentaire. La collecte et la vérification de preuves doivent précéder leur publication, mais leur diffusion doit être ciblée. Dans ce cas, un seul document a suffi à reconfigurer la perception générale. La règle implicite est la suivante: peu d'éléments, mais irréfutables. Cette approche réduit le bruit et renforce la crédibilité. Quatrièmement, la communication devient une étape à part entière et concerne la communication. Parler peu, mais à des moments précis, empêche l'escalade verbale. Le silence entre deux prises de parole devient une partie intégrante de la stratégie, laissant les faits produire leurs effets sociaux et institutionnels. Enfin, la dernière étape est judiciaire. La résolution ne se termine pas avec la reddition, mais avec la mise en œuvre visible de la procédure légale. C'est ce passage qui transforme une gestion de crise en signal durable. En liant fermeté et droit, la méthode évite la personnalisation excessive du pouvoir et renforce la norme collective. Cette feuille de route ne garantit pas le succès dans tous les contextes, mais elle offre une grille de décision structurée lorsque la force immédiate comporte un coût humain inacceptable. Le fil du récit revient naturellement au point de départ, devant cette école devenue symbole involontaire de la crise. Ce lieu, anodin en temps normal, a imposé une limite invisible à toutes les options possibles. C'est là que la stratégie a cessé d'être abstraite pour devenir profondément concrète. En protégeant cet espace, l'État protégeait bien plus que des murs ou des enfants. Il protégeait sa propre légitimité. Tout au long de la séquence, Ibrahim Traoré n'a pas cherché à incarner la force par le bruit ou la vitesse. Il a choisi une posture moins spectaculaire, mais plus lisible à long terme. Cette retenue n'efface ni le danger initial ni la gravité de la trahison. Elle les replace dans un cadre où la justice prime sur la réaction impulsive. Le rappel le plus fort n'est pas la reddition du commandant, mais l'effondrement silencieux de son réseau. Promesses financières, garanties extérieures, discours de soutien, tout s'est dissous face à une pression sociale et morale continue. Le contraste est frappant. Là où la violence aurait laissé des traces durables, le temps a permis une résolution sans victime. La phrase qui reste est simple: la puissance ne se mesure pas toujours à la rapidité de la frappe.
Elle se mesure parfois à la capacité de ne pas frapper. Ce principe, mis à l'épreuve dans des conditions extrêmes, donne à cet épisode une portée qui dépasse largement le cadre d'un seul événement. Cette histoire se referme sans triomphe visible, sans images spectaculaires, mais avec une question ouverte qui dépasse le Burkina Faso. Que retient-on d'une crise lorsque le calme revient? Est-ce la tentation d'une solution rapide ou la trace laissée par une décision plus lente mais plus juste? L'épisode invite à interroger nos réflexes collectifs face au danger. Dans de nombreux contextes, la force est encore perçue comme la preuve ultime de l'autorité. Pourtant, ce cas montre qu'il existe d'autres formes de fermeté moins bruyantes, mais parfois plus efficaces. Ibrahim Traoré n'est pas présenté ici comme un modèle à copier mécaniquement, mais comme un point de comparaison. Son choix oblige à réfléchir aux conditions dans lesquelles la retenue peut devenir un levier stratégique, et non un aveu de faiblesse. La question vaut aussi pour le public. Lorsque l'information circule, lorsque les images apparaissent, quelle réponse attend-on réellement? Une démonstration immédiate ou une issue qui minimise les pertes humaines et politiques? Réfléchir à cela, c'est déjà participer au débat. Si ce type d'analyse vous semble utile, la discussion peut continuer. Partager des points de vue, confronter des lectures différentes, c'est souvent ainsi que les crises passées éclairent celles à venir.